brume du matin, ça s'éclaire petit à petit. Ce soleil, bon, pas le soleil, mais c'est plutôt comme un nombre de gens assez important qui, le long des rails, défèquent, se soulagent, crachent. Oui, bon, bah, écoute, hein, voilà, local custom. Déjà des odeurs à la fois de jasmin, mais aussi pestilentielles, de merde, de pourri, de machin. Et puis impression, enfin, les regards des gens, les drapés des hommes, des femmes, les dhotis, les saris, le point rouge. Ah oui, oui, c'était une planète, quoi, à part. Tout de suite, quoi. Mais même avec la population, les paysans, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas la même manière de se mouvoir, ces gens-là, quoi. Je sais pas, c'était un autre monde, c'était vraiment un autre monde. Et c'est un pays aimable, vraiment, les gens sont... Il y a une beauté, il peut y avoir une grande violence aussi en Inde, hein, parce que ça pardonne pas. Quand il y a des clashs en Inde, ça pardonne pas. Mais c'est des gens, ils sont vraiment... je sais pas, il y a une gentillesse, c'est des gens pleins de sourires. J'ai vu un homme sur une planche à roulettes. Il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes. Je suis passé à côté de lui et il m'a fait un sourire, un vrai sourire, d'une oreille à l'autre, un vrai sourire. Et là, je crois que je me suis posé une question que je continuerai à me poser toute ma vie. Je veux dire, comment on fait quand on est dans cette situation-là pour rayonner autant de bonheur intérieur? Tu débarques à l'aéroport de Bombay, c'est une misère, alors ça, et pourtant j'en avais vu de la misère avant, hein, parce qu'en Afrique il y en avait aussi. Hein. Donc, mais ça, là, vraiment, là, l'âme là, était quand même bien plus forte que le reste. même qu'au Soudan. Et pourtant, au Soudan, c'était... Quand vous êtes jeune, vous rêvez votre vie adulte. Quand vous arrivez en Inde, vous le réalisez, quoi. Quelque part, il y a ça aussi, voilà. Et sans prendre de produit. Alors après, si vous prenez un produit, c'est parce que je dis l'effort. Mais là, voilà, il y a quelque chose de la réalisation du rêve, enfin, de ce qu'on a imaginé. Voilà, donc c'est comme si on réalisait un peu tous ses rêves en Inde, quelque part. Et que tout est possible, everything possible. Voilà. J'avais peut-être une image un peu idyllique du peuple hindou, avec des fleurs, la musique, la sitar, etc., les tablas. Et là, j'étais percuté par une foule qui allait dans tous les sens, et je comprenais pas comment ça se faisait que les gens, 24 heures sur 24, soient aussi nombreux, quoi. C'est pas croyable, quoi. Puis au fur et à mesure, il faisait très chaud, j'en voyais absolument pas l'intérêt. Il y avait quelques personnes qui semblaient un peu mystiques, tout ça, mais c'est pareil, je comprenais pas très bien leur démarche, puisque de toute façon, à la base, je peux pas me considérer comme avoir été un hippie, donc c'était pas mes valeurs, mais par contre, ça a remis, mais vraiment très profondément en cause, toutes mes certitudes. Là, j'ai commencé à prendre conscience que peut-être que ce sur quoi j'avais bâti en fait ma personnalité, il y avait peut-être des trucs qui étaient à revoir, quoi. Cet Orient pour s'orienter, comme dirait Michaud, mais ce fantasme porté par les rêves d'enfants, les contes d'enfants, Marco Polo, enfin, depuis toujours, on va vers l'Orient. Bon, les Japonais, par contre, iront plutôt vers l'Occident. Donc, quand j'ai vu ces troubles-là, on me disait, voilà, les gens, ils viennent en Inde, ils prennent de la drogue, ils deviennent fous, et que je voyais qu'il y en avait quand même beaucoup qui prenaient rien, qui devenaient fous et qui n'étaient pas fous avant, donc pas un voyage pathologique, pas un voyage dû aux drogues et donc pharmacopsychose. Je me disais, voilà, il y a donc des lieux peut-être qui nous déformatent par rapport à notre formatage initial. Tous les sens, l'ouïe, l'air, ce qu'on respire, ce qu'on entend, ce qu'on mange, tout est différent, on n'a rien de familier. Donc il faut se réadapter et vite.
Et c'est dur. Donc ça a été assez... Ma réaction, elle a été radicale. Hein. C'est-à-dire qu'en une semaine, je n'avais plus rien, j'avais tout donné. Donc après mon premier voyage, je suis pieds nus avec un morceau de chiffon, un dhoti autour de la taille. Et j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai mon passeport, mon argent. Et voilà. India is either enchanting or disenchanting. You arrive with your certainties or your humility. We enter as if into a river, following the current or losing our footing, sometimes violently. We reveal ourselves here, and it reveals us, stripping us bare. The immensity of this subcontinent, geographical, human, cultural, probably renders any other words useless, illusory. Each of our travelers will make their own way in their own way. Au début, quand on arrive là, on a envie de... en une semaine, on a tout vu, tout compris, tout truc, on écrit 3 tomes de bouquins. Quand on y reste 3-4 mois, on se dit « Ah !» au bout d'un an, ouais, on peut écrire éventuellement un article. Au bout de 3 ans, tu peux plus rien écrire. Il y a trop de trucs, c'est trop nuancé, tu comprends rien. T'as l'impression, alors que t'as l'impression d'avoir tout compris au début, enfin tout compris parce que t'as lu 2-3 trucs. Et puis après, tu sais, c'est le syndrome du... plus t'avances, plus le chemin il est long. The classic route is to Goa in winter, or north to Manali or Kathmandu in summer. Goa is that strip of land along the Indian Ocean in West India. Colonized by the Portuguese for 450 years, it was rediscovered in the mid-60s, it is said, by an American hippie, Eddie Eightfinger. Life there seems simple, conducive to the establishment of a shifting but permanent community. Travelers find salutary landmarks in this unfathomable India. The beaches of Kalangut, Anjana, Arambol, and the surrounding area are also accessible to the less well-off, and you can invite yourself into the homes of those who have built huts on the beaches or rented old colonial houses easily and cheaply. Et les hippies ont toujours été des gens qui ont découvert des endroits magnifiques avant les autres. Donc c'est eux qui ont découvert Goa, qui n'était pas un endroit touristique du tout à l'époque, et qui ont découvert que c'était fantastique, ces grandes plages immaculées où il n'y avait personne, et on pouvait donc se donner libre cours à ce mode de vie qu'on voulait, c'est-à-dire peace and love pour les mieux plus, etc. Donc ils ont découvert Goa, où ils allaient dans la période où il fait très bon à Goa, c'est-à-dire en gros entre décembre et mars. Donc c'était là, et c'est devenu un peu le point de rencontre de tous les... Alors, on peut étendre le terme hippie à routard, aux backpackers du monde entier. À partir de mars-avril, la chaleur devient insupportable, et à partir de juin-juillet, c'est la mousson, donc ils s'en vont, tous. Et alors, souvent en mars-avril et tout, ils repassent à Bombay un peu pour se refaire, parce qu'à Bombay, il y avait Jean-Pierre, parce qu'il y avait le consulat, etc. Et puis quand la mousson arrive, c'est impossible de vivre une vie de hippie. Donc ils sont partis vers le nord, dans les montagnes et dans l'Himalaya. C'était avant la guerre du Cachemire, etc. Et ils ont découvert des endroits comme Kullu, Manali, qui sont des grandes vallées magnifiques, où ils sont allés s'installer l'hiver. Et puis je pense que certains, et beaucoup même, allaient aussi à Katmandou. C'était décembre, octobre, on a décidé d'aller vers Goa. Comme tout le monde, c'était le mouvement Goa, le paradis, ou le paradis. On est arrivé au paradis, quoi. Les gens, ils étaient nus sur la plage, sans histoire de sexualité
où ce qu'ils appellent la drogue, pour moi, c'est pas de la drogue, mais tout ça se partageait. Le shit, on le vendait pas, pareil que les LSD, tout se partageait, quoi. Et c'était comme ça pendant 10 ans, avant les premiers changements des années 80. Là, ça a commencé à changer. Là, ça tournait plutôt la frime. Cette vieille atmosphère portugaise, c'était être à la fois en Méditerranée et en Inde. Aujourd'hui, je pense que c'est un espèce de truc bizarre qui ressemble à la fois à Miami Beach et enfin au pire de la Côte d'Azur. Indeed, Goa still attracts a flood of tourists from all over the world, with its techno parties and luxury hotels, like Ibiza and many other places discovered by early hippies. But in the 70s, these beaches still offered a pioneering spirit. Il y avait une insouciance. Goa, moi, c'est vraiment l'endroit de l'Inde qui m'a le plus plu. Hein. Alors ça choque beaucoup les anciens. Ils disent, ouais, mais Goa, c'est dévoyé, c'était quoi? C'était un paradis sur Terre, effectivement, mais aucun intérêt culturel. Bon, bah, je m'en fiche à la limite que ça n'a aucun intérêt culturel. Pas tout à fait vrai, mais enfin, en grande partie ici quand même. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la facilité d'y vivre, de faire ce que je voulais, de ne pas dépenser d'argent inutilement, enfin, d'avoir les yeux grands ouverts. Bon, ça dure pas éternellement, ce genre de situation. Hein. Mais c'était des bonnes périodes. Bon, on n'était plus dans la même relation, enfin moi, j'étais plus dans la même relation au voyage qu'ailleurs en Inde. Donc, du coup, j'ai un peu baissé la garde et j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que là, du coup, ce qui devenait intéressant, c'était cette population transportée non autochtone, mais qui constituait une communauté forte, qui faisait vivre en partie l'économie aussi, hein, parce que même s'ils n'étaient pas très riches, ils étaient quand même plus riches que... On était là dans un lieu qui était, d'une certaine façon, culturellement homogène, et donc qui permettait, moi, une observation qui m'avait bien intéressé sur... justement, passer des nuits entières à écouter des gens raconter leur voyage, raconter pourquoi ils sont là, dans leur délire. Beaucoup déliraient, beaucoup prenaient de l'opium, prenaient du hash, bien sûr. As the population of travelers grew, sometimes becoming sedentary, and the festive community spirit grew, Goa saw the birth of its leaders, its groups, its elders, its initiates, and its particular hallucinogenic rites and rituals. J'avais cette maison-là à Baga, et puis il y avait un espèce de type là sur la plage avec une tente, un tipi, comme les Américains, les Indiens d'Amérique, vous voyez, qui est toujours vivant, qui est un homme extraordinaire, qui s'appelle Baba Ramdas. Il est très connu, lui, d'ailleurs. Vous tapez Internet, vous allez tomber dessus. Hein. Il fait même des vidéos, c'est un grand. Et cet homme-là... il se trouve que tous les jours, à 5 heures, il faisait une distribution de lysergique. Tous les jours, au coucher de soleil. C'était devant ma porte. Alors, tous les jours, à 5 heures, il y avait ce Baba Ramdas. La grand-messe de Noël du LSD, ça reste quelque chose de complètement... Et là, le Antoine dont je parlais tout à l'heure, le grand chef, c'est lui qui opérait, c'est le grand prêtre de la grand-messe du LSD à Noël, à Goa, où tous les hippies du monde se retrouvaient à Goa pour Noël, où tout le monde s'asseyait 2-3 000 sur la plage, en cercle par terre, et l'autre donnait le LSD comme l'hostie. Intéressant comme concept. Il y avait des réunions, ce qu'on appelait des pleines lunes. Ouais. Quand il y avait une pleine lune, il y avait toujours une réunion, il y avait une distribution de LSD, tout ça. Et on mettait la musique, et les gens avec ce qu'il y avait, soit un magnétophone, une guitare, toujours une petite chapelle, puisqu'à Goa, il y a assez beaucoup de temples de Jésus partout. Et voilà, et on prenait pas n'importe comment. On prenait pas n'importe comment, ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Et très important. Ouais. Oui, puis c'était dans un esprit peace and love. Voilà, c'est ça qui est important, comme il dit. Il y avait un certain rituel aussi, quand on fumait le chillum en rond. Absolument. Comme ça tourne dans un sens, pas dans l'autre. Il y avait du rituel, quoi, quand même. Oui. C'était un respect, plus par respect. On a appris le respect avec ça, quand même. C'est immense. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à devenir un être très respectueux avec la nature, avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est le bois, même tout. Je respecte tout.
Alors que sans ce truc-là, je ne sais pas ce que je serais devenu. For some, LSD opened certain doors, while for others, indiscriminate use of all the substances available has been less beneficial. And beyond the psychoactives, some travelers live in very precarious conditions, with no money, no passport, sometimes totally freaked out. The French consulate in Bombay, the gateway to Goa, was so often besieged that the French government decided to create the post of cooperating doctor in 1972. It was young Jean-Pierre, a medical student with no experience of psychiatry, who made his mark on the spot, spending more than a year as the providential man. A few years later, in the 80s, psychiatrist Régis Arnoux took up the post. Imaginez-vous un petit consulat de France à Bombay, grand comme la maison où nous sommes ici, avec une réception où à certaines périodes du mois de janvier, vous avez une quinzaine de jeunes à moitié à poil, malades, sans papier, crades qui attendent là, sans d'ailleurs demander quoi que ce soit. Mettez-vous à la place du consul général et de son vice-consul et de ses 3 employés indiens. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savaient pas. Donc ce côté-là, évidemment... donc quand je suis arrivé, c'est vrai que pour eux, c'était d'ailleurs de dire « c'est terminé, on ne s'occupe plus de rien, Jean-Pierre est là ». Il y en avait un qui était avec nous, il était complètement flippé à Goa, il avait brûlé son passeport. D'autres qui s'en étaient débarrassés parce que de toute façon le visa était périmé. Il valait mieux pas avoir de passeport que d'avoir un visa périmé. Enfin, bref. À Goa, il y avait beaucoup de Français, mais peut-être qu'il y avait un peu plus des autres aussi, donc ça pouvait se diluer un petit peu. Mais moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de Français, hein, vraiment. J'ai pas le souvenir... Enfin, bien sûr qu'il y avait tout ce que vous dites, des Allemands, des Hollandais, des Américains, des Australiens, bien sûr, il y en avait, mais... moi, j'ai le souvenir qu'il y avait beaucoup de Français. Et d'ailleurs, ça avait justifié la création du poste. Et, en fait, qui a été quand même maintenu pendant près de 10 ans après que je sois parti. Et donc, comme j'étais constamment au milieu d'eux, que je vivais avec eux, toute la communauté hippie française de Goa, qui était faite probablement de plusieurs milliers de personnes, savait que Jean-Pierre était là et que s'il y avait un problème, on venait le voir. Et que c'est lui qui allait essayer de nous sortir de la merde, on peut le dire. Et s'il y avait de quoi le rapatrier, j'ai essayé de le convaincre, mais il ne voulait pas toujours. Hein. Je voulais partir en coopération et en tant que psychiatre, donc je commençais ma psychiatrie et donc les postes de psychiatre, c'était assez rare. Donc il n'y avait que 4 postes, je crois, il y en avait toujours ciblés par rapport à la toxicomanie. Donc il y avait New Delhi, Bombay, donc Goa, et puis Bangkok aussi, voilà. C'est pour ça, voilà. Mais le discours, c'était par rapport à la toxicomanie, et c'était un discours assez radical, et voilà, on allait s'occuper des ennemis. C'était, vous allez aller là-bas comme médecin, mais vous allez vous occuper de la raclure de la société. Texto, on m'avait dit ça quand même. Bon. We're all familiar with the expression sex, drugs, and rock and roll, which defines the 60s and 70s in a rather hackneyed way. We've talked about drugs. Rock on the road was very episodic. In Bombay, perhaps, where Led Zeppelin played in 1971, or after 1973, when The Who donated a sound system and generator to be used by local musicians at Anjuna Beach. As for sex, what can I say? Places like Goa may have hosted carnal love affairs, but elsewhere, the road is not the most opportune place for relations. On a un peu exagéré, à mon avis, ça. Hein. Parce qu'on a quand même passé des bonnes périodes de célibat. Et... Non, c'était pas aussi simple que ça. Les femmes, c'est la grande frustration. C'est-à-dire que les femmes, on s'interdit d'avoir toute relation aux femmes parce qu'on sait qu'il y a quand même un risque énorme de la maladie. Et donc, ce point de vue, c'est l'abstinence la plus totale, parce qu'on on se déplace dans des conditions de copains déplorables. Donc, on va dans les pires des gargotes, on couche dans des garages, sur des garages de station-service. Hein. Donc, on va jamais à l'hôtel, on se lave très très peu, parce qu'on a très peu l'occasion de prendre des douches, ou même, voilà.
Il y a un pourcentage non négligeable de gens qu'on appelle les Rajneesh, qui sont des jeunes occidentaux qui viennent à Pune chez Rajneesh, qui est un pandit indien, limite tantrique, et qui a des techniques un peu particulières qui répondent aux besoins des Occidentaux, avec des thérapies de sexe, ou enfin toutes sortes de choses. Il est considéré par les Indiens comme un pandit, c'est-à-dire comme un lettré, comme quelqu'un d'intelligent, mais pas comme un gourou. Il y a une distinction entre le pandit et le gourou. Là, à Goa, on voit beaucoup de disciples de Rajneesh. Généralement, ils avaient des grands vêtements orange. Et donc là, on en voit et on entend pour la première fois parler de ce Rajneesh. Non, nous, on voyait ça d'un mauvais œil. D'accord. Par rapport... L'embrigadement. Oui, par rapport à ces types-là qui venaient nous emmerder, là, on les appelait les papayas parce qu'ils étaient habillés en orange, là. Nous, ils venaient nous casser les pieds et on avait mal interprété. Pour moi, c'était un charlatan pendant pas mal d'années. Jusqu'au jour où j'ai compris, quoi, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vénère tout ce qu'il dit. C'est beau, c'est merveilleux. Some travelers aim to follow a religious or mystical teaching in an ashram. This project may have been at the origin of their journey or born along the way in the course of encounters and conversations. In addition to Osho and Rajneesh, there's the Auroville project near Pondicherry. This utopian town was founded in 1968 in accordance with the precepts of Sri Aurobindo and was run by Mother until 1973. La trajectoire d'Aurobindo est intéressante puisque Aurobindo c'est un extrémiste bengali, révolutionnaire, qui fait partie en 1905 des groupes qui font les premiers attentats contre les Britanniques, et puis qui va, pourchassé par les Britanniques, qui va fuir le Bengale, qui va se réfugier en comptoir à Pondichéry, en comptoir français, et puis qui va opérer une conversion, laisser complètement tomber la lutte politique, pour se reconvertir dans l'hindouisme et se construire lui-même comme un maître de sagesse. Et il y avait, à l'époque, qui vivait encore, la Divine Mère, qui, la pauvre femme, n'était plus qu'une loque, se présentait sur un balcon chamarré, et des Américains qui entraient en transe, mais des convulsionnaires. Et moi, je me dis, mais comment ? Comment peut-on vouer un seul être dont on ne connaît pas grand-chose, et qui pour moi, mais je peux me tromper, qui pour moi était une manipulatrice, comment peut-on s'abaisser à ce point et perdre tout esprit critique ? Donc j'avais été la voir, et quand je suis rentré, Mère, elle était concentrée, quoi. Elle était toujours très concentrée, quoi. Jusqu'à ce que je me mette à ses pieds. Je la regarde, alors à ce moment-là, elle a levé les yeux, puis elle m'a dit, elle m'a vu, puis comme si elle me connaissait depuis longtemps, quoi. Elle me connaissait d'ailleurs, parce qu'elle avait vu ma photo, j'avais envoyé ma photo, elle avait vu ma photo. Et elle m'a regardé, puis elle m'a dit, c'est ton anniversaire? C'est comme ça, avec une petite voix éraillée, mais très, parce qu'elle avait été, quel âge elle avait? Elle avait 90 ans, la mère, à cette époque-là, hein. 90 ans, quoi. Alors, moi, je l'ai regardée, mais je ne pouvais pas parler. J'étais tellement ému de la voir, parce qu'elle avait dans le regard, c'était tellement vaste, son regard. Et quelque chose de si intime en même temps qui participait de moi-même. C'était quelque chose que je connaissais, elle me connaissait, je la reconnaissais. Je ne sais pas, quelque chose qui n'était pas dans le lieu ni dans le temps. C'était, je ne sais pas, c'était quelque chose d'inouï, quoi. Et pour moi, ça a été une minute d'éternité. C'était vraiment, je l'ai regardé comme c'était une énigme, mais en même temps, c'était la vraie chose que je savais et que je retrouvais. Et alors, j'ai regardé, j'ai souri, puis bon, j'ai pas pu parler, je pouvais pas parler. Et à ce moment-là, après, au bout d'un moment, parce que Mère, elle avait cette espèce de capacité de rentrer dans les gens. Donc, elle
Et d'un seul coup, c'est comme si elle était rentrée en moi, elle est rentrée. Et j'ai senti, alors j'avais tout mon passé qui sortait. Mais ça sortait de moi, hein, comme si je vomissais des images et des idées. C'était incroyable ce truc. Et quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et moi, je le voyais en même temps que ça sortait. Et j'aurais accepté ça de personne. J'aurais accepté ça de personne qui me viole comme ça. C'était un viol d'initiation, on pourrait dire. Tu vois, j'étais pas violenté, comment dire, parce que le mot il est fort de dire le viol, mais elle m'a nettoyé. Elle m'a nettoyé, elle a tout vu qui j'étais, qui je serais. C'est comme ça que je l'interprète, hein. Mais pour moi, c'est ma minute inoubliable. Et je reste fidèle à ça toute ma vie. If we consider that the entire country is shrouded in sacredness, that nothing we call profane in the West has any meaning in India, then the traveler in search of spirituality can make his pilgrimage in any way he wishes, according to his whims. It won't arouse disapproval or judgment, nor will it seem far-fetched. C'est quand même le pays du pèlerinage aussi, donc tous les hippies qui se baladaient sur les routes et tout, pour eux ça leur paraissait aussi naturel, vu que tout le monde doit à un moment ou à un autre faire ses pèlerinages. Donc ça c'est pas faire la route, ça faisait partie aussi d'un consensus, comment dirais-je, indien, mais bon, cadré par la religion. Les traditions du renoncement, l'attrait du sadhu qui justement, lui, peut se livrer à la consommation de drogue et de psychotropes, va devenir une figure importante dans l'imaginaire hippie. Je ne savais pas trop où aller ni quoi faire. Et il y avait un groupe de sadhus qui était avec le feu, couvert de cendres. Et tout. Le mec me fait un signe comme ça. Je dis, bah, moi j'en ai pas. Il me dit, ça fait rien, viens. Et je suis resté 2 mois avec eux. Et je n'ai pas bougé de ce coin-là. Donc je m'étais assigné comme boulot de leur trouver à fumer. Donc dès que je voyais passer un occidental susceptible d'avoir du shit sur lui, je fonçais dessus. Et puis bon, bah, le mec il venait, soit il donnait un bout, soit il venait. Moi je voulais pas être sadou. Hein. Après j'ai vu qu'il y a des mecs qui sont devenus sadous, tout ça. Moi non, moi je voulais vivre comme un sadou, point. Et tous les soirs à Bénarès, c'était une distribution de bouffe. T'as les temples qui distribuent le prasad. Donc c'est soit du riz, soit du dal, soit des chapatis, soit... Mais alors il y en a des grosses quantités et puis ils en donnent à tout le monde. Et donc j'étais avec le groupe de sadhus et ce soir-là c'était des chapatis. Et le gars qui arrive pour la distribution de chapatis, il arrive avec une pile comme ça vers nous. Et alors nous on était assis en cercle et puis t'avais le feu au milieu. Et il arrive et il pose son pied avec sa godasse. Le baba principal qui s'occupait du feu lui montre son pied. Bon, il est reparti avec cette chapati, on n'a rien bouffé. Et donc je suis resté 1 semaine chez ce sage qui, toutes les nuits pendant 1 semaine et toutes les heures, enfin je dormais dans une... on va dire aujourd'hui, un endroit où on mettrait des cochons. C'était très propre à l'intérieur, hein. Il n'y avait pas de cochons, rien du tout, mais c'est très rudimentaire. Je me rapporte une porte avec un gond comme ça. Et toutes les heures, toutes les nuits, toutes les heures, il venait me réveiller. Il avait fait vœu de silence, donc il ne me parlait pas. Donc moi j'étais allongé, il rentrait, j'entendais boum, toutes les nuits, pendant 1 semaine. Il s'asseyait en tailleur à côté de moi. Il ne disait rien, parce qu'il m'avait fait vœu de silence. Et au bout de 5 minutes, il repartait. Et moi, par respect pour cet homme, à chaque fois, je me mettais à côté de lui. J'étais allongé, donc je m'asseyais. Je restais 5 minutes avec lui, et il repartait, et jusque, dans 1 heure. Ouais, il m'a fallu des années pour aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qui c'était cet homme, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il cherchait à me communiquer.
Voilà, je me pose encore beaucoup de questions. Et oui, vous avez trouvé des réponses? Oui, je peux en avoir, oui. Je pense qu'il voulait réveiller quelque chose chez moi. Je pense qu'il voulait réveiller quelque chose et que... Voilà, il venait m'accorder 5 minutes toutes les heures. Pas n'importe quand, au moment où je dors. Il allait peut-être me dire, réveille-toi, réveille quelque chose. Some people talk about their gurus the way their grandparents talked about their confessors, and their parents about their psychiatrists. False wisdom or not, what does it matter if it helps find perspective in your life? J'ai vu beaucoup de sadhus et de soi-disant gourous. Ils vont trop faire, c'est de très bons escrocs, c'est sûr. Ils arrivaient à emballer les gens. Ah, pour ce qui est de se dépouiller des biens matériels, ils étaient bons. Donnez-moi tout, c'est simple. Mais je revois cette jeune femme. J'en ris parce que tellement je trouve ça jusqu'à aujourd'hui très drôle et très intéressant. Enfin, qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire en Inde? Il n'y a rien à faire en Inde. Ils sont complètement aliénés par la religion. Il y en a que pour les temples. Ils passent leur vie dans les temples. Il n'y a rien d'intéressant. À Dharamsala parce qu'il y avait le Dalai Lama, tout ça. Et puis le camion qui nous a pris en stop, en fait il allait à Manali, donc on ne connaissait pas. Moi je ne crois pas que... Et c'est le gars dans le camion qui nous a dit, oh je Manali, c'est mieux que Dharamsala. Et donc on s'est retrouvés à Manali. Et ça a été un choc. Parce que là-bas il y avait beaucoup de gens qui nous ressemblaient en gros. C'était pas Dharamsala, c'était une trip un peu bouddhiste, religieux, tout ça, tandis que Manali c'était beaucoup de Bretons d'ailleurs. C'était la découverte d'un hashish qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ailleurs et fort et bon. C'était très curieux. Toutes les pleines lunes, il y avait une grande fête à Manali, au-dessus de Manali, devant le temple d'Adimba, à Dungri. Et donc là, tous les hippies du secteur, ils savaient, pleine lune, il y aura une fête. Et donc, en montant à la fête, Jean-Paul, il trouve un sac avec un demi-kilo d'opium, sur le bord de la route. Bon, très bien. Il monte, il raconte ça à tout le monde. Et moi, je connaissais quelqu'un, un Anglais, opiomane, qui cherchait de l'opium. Donc je dis, il y a un petit coup de business à faire parce qu'on vivait de ça. Hein. On allait dans les villages, on montait dans le village, on achetait aux paysans 10 grammes, 20 grammes de hashish et on le revendait aux Américains qui venaient à Manali parce qu'ils savaient. Et sur la transaction, on gagnait 3 roupies et quand on avait bien travaillé, on pouvait s'acheter un tube de lait concentré sucré et puis c'était le repas de fête. C'était ça l'existence. Quoi. Les jours passaient, les semaines passaient. Après, on roulait pour nous et c'était un peu savoir qui avait le shit le meilleur. Il y avait des écoles, tel village. Bon, c'était un peu comme les fabricants de pinards ici. Et donc, j'achète à Jean-Paul la moitié de son opium. Et puis, on avait pris de l'acide. C'est peut-être la dernière fois que j'en ai pris d'ailleurs. On avait pris de l'acide. Et c'était la fête. Et puis à un moment, moi j'étais fatigué et je dis bon, je rentre. Je rentre et puis avant de rentrer, je me dis je vais aller boire un thé au bazar. Et donc j'arrive au bazar et en fait il n'était pas 11h du soir comme je pensais. Il était peut-être, je sais pas. C'était... Je sais pas quelle heure. Il y avait juste les 2 flics qui font l'aller-retour la nuit avec leurs gros bâtons. Donc ils ont vu le zigoto arriver et je vous faites là. J'ai dit, à quelle heure il est? Qu'est-ce que vous avez dans votre bande? D'accord. Ils ont donc trouvé l'opium. Et puis ils m'ont dit, vous savez, suivez-nous, quoi, direction le poste.
Et donc moi j'étais sous acide, donc je discutais, je disais attendez, on vient de si loin, j'essaie d'expliquer, quoi, mais très sincère en plus, quand je dis que c'est cette histoire, on est pacifique, bon, au bout d'un certain temps, bon, ils disent allez, bon, casse-toi. Très bien, j'étais content, et puis en fait je suis pas si content que ça, parce qu'il fait 10 mètres et 20 mètres, et puis j'ai dit non, je fais demi-tour, c'est trop bête, je retourne les voir, je dis écoutez, c'est pas juste, quoi, vous m'en rendez une partie, quoi. Et bon, j'ai trop gourmand parce qu'ils sont retombés dans leur délire de fonctionnaire. Et puis très carré, ils disent non, non, c'était fini. Là, ils m'ont accroché, chacun des deux. Et puis là, c'était. Et la police station, elle était un peu en dehors du bourg. Et j'ai vu les lumières, quoi. C'était comme d'ici, à l'autre côté de la rue, quoi. Et puis après, je savais que c'était très, très grave, quoi. Une fois qu'on est à l'intérieur, après, c'est autrement plus compliqué, hein. Si Marco, il vient là demain, il vous racontera comment ça se passe quand on se fait prendre avec des kilos ou des 250 grammes d'opium. C'est totalement interdit ou il y avait une tolérance? Totalement interdit. Totalement interdit. Et grave. Donc, et là, c'est moi qui violemment les ai entraînés. Mais dans mon délire d'acide, j'ai dit, ça suffit maintenant, quoi. Et j'étais tout seul et eux, c'était l'autorité. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont suivi. C'est moi qui les ai entraînés dans le sang. J'ai dit, ça suffit vos conneries, quoi. En gros, c'était ça. Et donc, ils m'ont dit, je m'en souviens toute ma vie, en me rendant l'opium, en tant que policier, on n'est pas d'accord avec toi, mais en tant qu'être humain, net. Et donc à Dharamsala, quand je suis allé à Dharamsala, avec l'opium, j'ai donné l'opium, j'ai pas contre des sous, contre son passeport. Le gars m'a donné son passeport, et puis... C'était un gars qui était vraiment abîmé par le LSD, par contre, lui, il en avait pris tellement, oh là là. Et donc je me suis appelé Mr. Thomas pendant plusieurs mois après. Ouais, on était tous anglais, hein. Enfin tous ceux qui restaient, à l'époque c'était une combine, ça. Les Anglais, ils n'avaient pas besoin de visa. Little tricks to make money and stay longer than the visa allows. What could be more normal? Over time, you learn the art of getting by. As long as it's good-natured, or almost, it's okay. But if you turn into a monster, it's a different story. Il fallait qu'on aille voir une fois par mois les prisonniers. Donc du coup, je savais qu'il y avait le mec à Carvar là, qui était là, Charles Sobrage, donc du coup incarcéré pour tentative d'empoisonnement d'une dizaine de personnes. Voilà. Donc lui, il jouait un peu mon rôle, mais au lieu de soutenir les gens et de les aider, il les accueillait chez lui, il les empoisonnait, ils vivaient à leur place, ils prenaient leur billet d'avion, leur identité et ils vivaient à leur place. Ouais. Charles, évidemment, il est en classe supérieure, il a une cellule individuelle, un larbin, une chaîne stéréo, une bibliothèque, enfin je crois qu'il y a 2 cellules même. Et donc on le voyait rarement. Et après, il est venu avec nous. Alors il est arrivé, nous on était sur des bas flancs, on n'avait que dalle. Hein. Vraiment, on avait la bouffe des Indiens, du riz, du dalle super épicé, des chapatis, bon. Avec le soleil, il servait surtout à allumer le feu des fois, pour faire le thé. Et là, tout d'un coup, il est arrivé, bon, avec des matelas, il y avait plein de trucs. Et en fait, il dirigeait la prison. Il faisait chanter le directeur. Le directeur de la prison me dit, mais ça, c'est un serpent, quoi. Vraiment, c'est le serpent, faites attention, il est sympa, mais enfin, voilà. Puis, c'est vrai que là, du coup, il avait ses petites médailles, parce qu'il était avec les bonnes sœurs. Et donc, il me dit, vous ne connaissez pas? Je dis, bah non, j'ai jamais entendu parler de vous. Vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais comment ça se fait? On m'a oublié, machin, et tout. Et puis, donc, il a un rôle de séduction. Qu'une faiblesse, c'était lui, c'était son ego. Autrement, c'est sûr que c'était un mec qui arrivait à manipuler les gens, vraiment avec virtuosité. Il parlait peut-être 5 ou 6 langues. Il s'était évadé de je ne sais pas combien de prisons. Oui, il s'est échappé quand même de la prison de haute sécurité de TR Jail où il avait été incarcéré en fêtant son anniversaire et en empoisonnant tout le monde avec un gâteau empoisonné, quoi. Il était avec nous tous les jours, sa femme, on va dire, venait, lui amenait des tonnes de bouffe. Bon, il partageait avec ses chats. Alors, il avait des rations de viande
par la prison, il y avait la moitié qui allait au chat. Un quart pour lui et un quart pour nous trois. En même temps, il y a son bouquin, enfin un bouquin sur lui qui était sorti et qui nous avait prêté. Ça fait quand même assez bizarre de lire l'histoire d'un assassin en l'ayant en face de lui. Tous les gens aussi de la route des Indes, pour eux, c'est un peu Capitaine Crochet, vous voyez, il y a toutes les Peter Pan qui sont en train de tourner en rond dans leur rave et tout, et puis il y a le Capitaine Crochet qui est là et qui peut à tout moment, qu'on peut rencontrer. C'était un espèce d'Arsène Lupin à l'époque. Enfin, sur la route, quoi, dans notre milieu, jusqu'à ce qu'il devienne assassin, ce qui est une autre dimension. Here we are at last, the end and goal of the journey, according to our media. So, what was Kathmandu like? Calme, tranquille, les gens sont des montagnards, beaucoup plus cool, souriants. On quitte justement cette bouilloire et ces foules indiennes et puis ces gens finalement avec lesquels on a du mal à établir le contact. Soulagement. Un soulagement. Je dis ça, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'était beaucoup plus cool. C'est-à-dire les gens étaient souriants, étaient gentils, ils saluaient. Arriver à Katmandou, c'était le paradis. Parce que d'un seul coup, même en avion, tout devient vert. Et on peut avoir des steaks de buffle, on peut manger un peu normalement, il y a du fromage, enfin il y a plein de choses comme ça. C'est la Suisse. Et puis d'un seul coup, les gens devenaient plus joyeux, il y avait le sourire des Tibétains. Tout le monde était... Alors qu'en Inde, c'était plus dur pour eux. C'est vrai que... Et à l'époque, ils avaient... Là, on a eu l'impression que c'était le paradis à Katmandou. C'était surtout une ouverture à l'énergie, pour employer les mots tout à fait New Age, à l'énergie de Katmandou, où on sentait qu'il y avait des hommes sages, il y avait une atmosphère de sérénité, on serait cru au Moyen-Âge, et on pouvait vivre comme ça, d'amour et d'eau fraîche. Mais en 71, les temples sont en bois, les maisons sont en bois, tout sculpté, c'est magnifique, c'est une très jolie petite ville, très jolie. Et il n'y a pas une grande circulation, c'est surtout beaucoup de vélos. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit aussi énormément de gens arriver de la montagne, des ethnies complètement différentes, des costumes différents. Ils arrivent avec des grands paniers sur les marchés le matin, en osier. Tout se fait à pied en Népal. Même encore aujourd'hui, à un moment donné, c'est fini, c'est terminé. C'est à pied ou on rentre chez soi. The city is still small, it's true. Everything is done on foot. 150,000 inhabitants in 1971, 10 times as many today. And between Barjaval and Kayat's paths to Kathmandu in 1969, Cat Stevens' Kathmandu in 1970, and Bob Seeger's Kathmandu in 1975, the number of travelers has also doubled, testifying to the attractions of the city, nestled in an enchanting valley and offering everything a hippie could want. But should we call them hippies? Certainly, if we evoke the pioneers in Kathmandu, that was then just a big village.
pioneers nourished by the beet and flower power spirit, arriving before 1970, who tried to create communities and feed themselves spiritually, aided by the hash god. But after that, things changed. In France, it was the Baba, and in the US, the Freaks. In fact, the street where they meet in Kathmandu has been called Freak Street ever since. It perpetuates the myth and promotes tourism. Là-bas, c'était des boutiques d'État qui vendaient de l'herbe. Oui. Nous, on y allait pour photos, acheter, ouais, rouler 2-3 cigarettes. Le mec dit, vous en voulez 1 kilo ou 10 kilos? Ah, une cigarette, impossible, sir. Et puis, on entrait dans des sortes de cafés où il y avait de la musique un peu psychédélique, il y avait juste un petit peu pop. Et on vous donnait des gâteaux, il y avait de l'opium dedans. Alors, on a vécu dans un espace-temps différent, dans des civilisations, pour nous, une civilisation complètement merveilleuse, où on admirait des choses complètement incroyables, dans une fête religieuse complètement sidérante pour nous, et en plus sous l'effet de l'opium, c'est-à-dire que ça laisse des traces. En 74, c'était différent parce que le roi voulait aller se marier. Et il avait décidé, pour des questions de pureté, de ne pas avoir d'occidentaux dans son royaume. Donc tout était motif à expulsion. Nous, on avait fait un trekking d'1 mois avec mon copain. Et sur 1 mois dans la montagne, lorsqu'on fait des pics de 4000 et de 5000, on a un delta d'erreur quand même de 2-3 jours. Et puis on a eu, comme il y a des checkpoints, et puis quand on est arrivé dans la vallée de Katmandou, on a présenté nos papiers. Et puis on avait 3 jours dans la vue. Ils nous ont dit en prison. Alors on est allé en prison. Là, ils nous ont mis en prison Katmandou. Mais on était sur surveillance toute la journée, on pouvait sortir et on avait un Népalais qui nous suivait toute la journée. Et il nous faisait visiter là où on pouvait fumer le mieux. C'était le flic de la prison. Enfin, c'est assez folklorique quand même. Mais il virait tout le monde comme ça, voilà. Alors ils nous ont mis dans l'avion, on est parti en avion à Bénarès, ils nous ont remis nos passeports dans l'avion et... Ils se sont excusés en disant qu'on était des véritables gentlemen et qu'ils espéraient que l'on revienne. Voilà. Mais dans 5 ans. Seulement. Bon, alors, on a acheté les passeports et puis on en a refait d'autres. Voilà, c'est ça. Puis j'ai fait une expérience de gâteau au Wakik. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais les hippies me disaient que c'était le paradis. Ah, le paradis pour ce prix-là, on ne va pas se priver. Hein. Alors j'ai pris un gâteau au Wakik, aux cabines. Le gars de Flash, il en parle du cabine. Je mange mon gâteau à kick. Il faut le prendre avant le repas, comme ça descend plus longtemps le repas. Là. Et puis ça faisait pas d'effet. Alors, les salauds, ils ont pas mis assez de kick dans le gâteau. C'est des petits gâteaux innocents, des petites madeleines. Je vais m'en prendre un deuxième. Bonjour. Alors là, j'avais des cercles de feu qui me partaient des pieds, comme ça, qui tournaient autour de moi, qui me tapaient sur la tête. Je voyais des gerbes de toutes les couleurs qui me partaient. Je voyais des flashs, 1000 Bouddhas, 1000 avions, 1000 voitures, 1000 fleurs. J'étais incroyable. Flash, let's talk about it. The book by Charles Duchossois, published in 1971, which left its mark on so many readers. On était entre Soyambou et Katmandou. On avait loué une petite ferme, une petite maison de ferme. Et on vivait là-dedans. Et c'est là qu'on a rencontré, Flash ou le Grand Voyage, là, Duchossois, là, celui qui a écrit Flash ou le Grand Voyage. Eh ben, il est venu 2-3 fois dans notre ferme, là. Il est venu dans notre ferme, là-bas, en Noël 69. Et il était grand copain avec le consul de France à Katmandou, tout ça. Il est venu avec un petit gamin de 10 ans, un Népalais. Il est venu 2-3 fois, il a mangé chez nous, il nous a fait parler et tout. Et on était très surpris après, dans son bouquin, de retrouver des anecdotes qu'on lui avait racontées. Mais cette fois-là, c'était à la première personne. Puis il y a plein d'anecdotes, de trucs qu'en fait, il a récupérés. C'est arrivé, mais à d'autres gens. Ça lui est pas arrivé à lui. Moi, je l'ai su comme ça, en fréquentant des gens qui étaient là-bas depuis bien plus longtemps que moi et qui l'avaient connu. Il y en a, leur bouquin,
Enfin, son bouquin, ça les avait fait rire. Et bon, il a gagné un peu d'argent. Il y en a, ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils parlaient de potes à eux qui étaient morts, etc. et qui revendiquaient les histoires. Well, borrowed, perhaps, but it undeniably contributed to the blackening of the picture, or to the creation of emulators, as the case may be. And in all the stories he tells in his book, there's at least one he actually lived. Le 14 juillet, c'est la fête française. Par conséquent, ils étaient mes hôtes. Mais comme le roi devait y venir, je m'inquiétais de chahut que ces messieurs auraient pu apporter. Alors, sur l'invitation que je fais paraître dans le journal, j'ai imposé le port de la cravate. C'est une façon diplomatique. Alors, ils se sont fichés. Ils ont grimpé sur le mur qui entoure ma résidence et avec des paniers et des ficelles. J'avais apporté des ficelles et des paniers. Ils montaient et ils descendaient. Les verres de champagne, les flûtes de champagne de la République qui montaient au haut du mât. Voilà l'histoire. Et Duchossois la raconte. The French embassy doesn't have much power. Seen from France, Kathmandu has over time become synonymous with decay, drugs, and death. Forgetting all the other reasons that drove youth in its direction, the embassy can repatriate when the family pays. It can delegate its doctor to treat a few ailments, but would penniless travelers, junkies, and other marginal figures ask for help when they needed it? Les autorités, moi jamais. J'allais pas aller pleurer à la porte de l'ambassade. Sur toute cette route, de toute manière, quand ils voyaient un junkie, à moins que le mec il dise voilà, mes parents, tel téléphone, appelez, ils envoient un chèque, un billet d'avion. Autrement, c'était pas la peine. Hein. Il y en a un qui est venu me voir un jour. Il y en a un qui est venu me voir un jour et que j'ai répatrié en demandant à son père de m'envoyer l'argent. Mais il ne venait pas me voir. D'ailleurs, très souvent, les hippies ne se réclamaient pas de leur appartenance à l'ambassade de France, sauf quand ils étaient embêtés, quand un jeune mourait et qu'il fallait le rapatrier. Mais d'une manière générale, il n'y avait pas de revendication. Nous sommes français. Non, ils assumaient pleinement le type de vie qu'ils avaient accepté et ils ne voulaient pas interférer avec les autorités, ni leur demander d'être à leurs ordres. Je pense qu'ils étaient très heureux comme ils étaient. Il y en a quelqu'un qui n'était pas heureux, c'est Duchessois. C'est lui qui est venu me voir, m'a demandé d'être rapatrié. Il y en a beaucoup qui sont restés sur place. On a vu des jeunes hippies, ils ne savaient même plus ce qu'ils faisaient, ils buvaient l'eau des toilettes. Vous imaginez que les amis et tout. Et puis il y en a beaucoup qui sont morts. Et puis il y en a qui avaient construit Hippieland, une sorte de république libre dans les montagnes. Et à un moment, près il y de avait... la frontière chinoise. Ils se sont fait abattre. Ils se sont fait mitrailler. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a les Chinois qui arrivaient, et c'était des Américains, ils pensaient que c'était des espions, ils se sont tous fait descendre. On avait été sur place, au camp de base, il y avait encore des cassettes de Grateful Dead. Je disais, mais attends, les mecs, là, ils étaient là en train de danser, à fumer, les Chinois sont arrivés. The French embassy in Kathmandu was quick to see this invasion of young travelers as a problem. This is clear in the extensive correspondence between the embassy and Foreign Service.
Mais le Quai d'Orsay, là, ils ont commencé à s'agiter, parce que je leur ai dit que mes hippies, non seulement ils vivaient de drogue, mais ils vivaient également du trafic de passeports. Ils vendaient leurs passeports. Ils les vendaient à un bon prix d'ailleurs. Écoutez, moi je suis resté 4 ans à Katmandou. 4 ans je suis resté à Katmandou. Jamais le gouvernement népalais ne m'a parlé des hippies. Jamais. Alors, je ne peux vous dire quelque chose. Je n'en sais rien. Mais il est probable qu'il n'y trouvait pas d'inconvénient. Vous savez, Katmandou, à l'époque où je l'ai connu, c'était un musée vivant. C'était un musée vivant. C'était absolument extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que ça pouvait être. Between the powerless French authorities and the accommodating Nepalese, Nixon imposed a ban on drugs in Nepal in 1973. Little by little, the problem was solved. In 1979, the flow dried up as the Iranian Revolution and the war in Afghanistan closed the roads. By 1985, drugs in Kathmandu had become a myth. C'était des gens qui ne construisaient pas du tout sur place, qui se laissaient vivre sur place, qui n'avaient pas de projet local, qui n'allaient pas explorer la montagne, qui restaient très souvent, parce que la montagne, il faut marcher, il faut grimper, il faut tenir des jours de marche, etc. Et eux préféraient rester dans une vallée confortable, gentille. Let's put things into perspective. For some, Kathmandu is enough in itself. From a distance, the majestic Himalayan mountains offer an enchanting backdrop. And not everyone has the soul of Maurice Herzog. But if you're fit enough, how can you resist the call of these lofty peaks? Quand je suis revenu du massif de l'Everest, j'avais des godasses, j'avais des gens, des pâtes au gaz. Évidemment, à la montagne, les pâtes au gaz sont explosées. Et donc, j'avais lié mes chaussures, j'avais fait une poupée autour des godasses. Donc, c'est vrai que c'était assez... Bon, ça donnait une image du voyageur quand même... je veux dire, assez convenu, du voyageur pauvre, désargenté, au bout du rouleau, quoi. Avec son vieux sac à dos usé, sa veste usée, les godasses avec... Bon. Et je rencontre, il y a un Népalais qui monte de la ville, donc il arrive avec des compagnons qui portaient ses bagages, donc, enfin, bon, il avait son petit bonnet, comme ça, c'était un néoir. Il avait des chaussures noires, pointues, brillantes, dans la montagne, ce qui est quand même pas banal, quoi. Et ça va, puis on discute, puis on était en train de prendre, moi je prenais un thé, lui aussi, dans une maison de thé, et il me voit mes chaussures, et voilà qu'il se met en tête de se déchausser et de m'offrir ses chaussures. Et alors, moi je voulais absolument pas. Mais en même temps, je ne vais pas le vexer non plus. Donc,
j'ai fait la bêtise de ne pas assez résister. Et donc, je lui ai dit, bon, je me suis dit, avoir des chaussures à 6 000 €, il doit en avoir d'autres dans ses bagages. Bon, c'est vrai que c'était. Mais alors, du coup, j'ai été pris dans un enchaînement, il a fallu que je les essaye. Et une fois que j'ai les eu au pied, il a fallu que je les garde. Donc il a pris mes godasses, mais dans un éclair, il a pris mes patogas, et il est allé les jeter dehors, il est sorti, il les a jetés, et ils sont tombés dans un ravin, parce qu'on était dans la montagne. Pouf, je les ai vus passer dans les arbres, ils sont perdus dans les arbres. Et alors moi, et puis je pouvais rien dire, je pouvais pas les traiter de quoi que ce soit, puis j'arrivais pas à descendre, les chercher. Donc du coup, j'ai continué mon chemin, j'avais encore 3 jours de marche. Mais c'était pas possible. C'est-à-dire que dès les premiers mètres, et j'ai senti que c'était pas possible, j'étais serré, moi j'ai les pieds larges. Donc, sitôt le premier virage passé, j'ai pris mon couteau et j'ai commencé par couper le bout de la godasse. J'ai écouté le bout pointu, j'ai laissé la semelle dépasser, mais j'ai coupé le cuir. Bon, quand je suis arrivé à Katmandou, j'avais des sandales en fait. J'avais des sandales en cuir noir, l'arrière était intact, mais le bout était coupé, les côtés étaient évidés. Et voilà, je suis arrivé comme ça. Non mais voilà, c'est une chose typique de ce qui peut se passer, qui est de l'ordre de l'imprévu, de l'ordre qui est extrêmement drôle, qui est de l'ordre de la convivialité, parce que quand même, quoi de plus généreux qu'un gars qui se déchausse et qui vous donne ses chaussures, c'est quand même pas rien, parce qu'il devait tenir à ses chaussures quand même. Bon voilà, et ça c'est une chose merveilleuse qui fait que lorsqu'on a vécu ça, même si on a mal aux pieds, on rigole comme un malade, même, bon là j'étais tout seul donc je ne pouvais pas rigoler avec grand monde, mais on se dit mais j'ai bien fait de venir quoi. C'est quoi, puis rien que l'idée de rentrer à Katmandou avec ses sandales improvisées, que tout le monde voyait bien que c'était pas de vraies sandales, rien que ça c'était absolument réjouissant. Se dire qu'on pouvait revenir d'un voyage de 1 mois et demi, qu'on pouvait marcher et de laisser imaginer aux gens qu'on était allé à l'Everest avec ces chaussures-là. Et ne rien dire, évidemment, ne surtout pas les décourager de penser cela. Rien que ça vous paye le voyage. Et je me suis retrouvé aussi au milieu de l'Himalaya, dans la nuit, à chercher une lumière. Hein. Donc parfois, voir un point lumineux, c'est donc il y a de la vie, il y a des gens et chez qui j'ai peut-être pouvoir dormir ce soir. Voilà. Après, j'ai pas pu dormir, parce que j'ai souvenir, j'ai pas pu dormir. J'étais envahi par les puces, je me suis ravagé, labouré le corps toute la nuit. Il devait y en avoir des milliers et des milliers de puces. Moi, quand je restais sur place pendant 1 mois à Katmandou, toutes les semaines, j'en ai organisé, je sais pas, 3, je crois, pour aller jusqu'à la frontière chinoise, parce que on pouvait se baigner, il y avait des sources d'eau chaude, trucs, machin, tout ça là-haut. Une fois, je suis parti avec, je sais pas, une quinzaine de passagers jusqu'à la frontière, puis dans la nuit, on a eu un orage vraiment très très fort sur les Himalayas quand même, et puis les routes sont en terre. Le lendemain matin, la route avait été bouffée de moitié, puis il y avait un précipice. Et comme le volant était à droite, au cas où le bus tombait dans le précipice, c'était pas possible de se sortir du bus, sauter par la porte ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait descendre tous les passagers. Je fumais j'ai fumé une grande pipe d'opium. Et puis il y avait vraiment à peine le passage pour le bus qui frottait un peu contre la montagne. C'est des rues jumelées. Il y avait plus ou moins une roue qui était... C'est les mecs qui me l'ont dit après, puis j'ai vu sur les traces. Parce que ça c'était au moins sur une centaine de mètres, que c'était plus ou moins chaud comme ça. Et c'est passé. Behind these immense mountains lies another land, Tibet. Could Lhasa have replaced Kathmandu if access to it had been opened? Il existe un attrait pour le bouddhisme, et notamment le bouddhisme tantrique, tel qu'il a pu être mis en avant, notamment par Alexandra Davinel. La place si importante prise par Katmandou a été facilitée, me semble-t-il, par la fermeture des routes vers Lhasa et le Tibet en général, qui ont fait que finalement le Népal
devenait un centre, pas seulement par défaut, mais aussi par défaut, de recherche ou d'expérimentation de la part des hippies qui se rendaient en Inde dans les années 60-70. Every journey, like every initiation, has an end. Tragic, euphoric, disillusioned, or ordinary, but it does have an end. While some travelers were unable or unwilling to put an end to their journey and stayed on to live where they were, for the majority of others, it was time to think about returning after weeks, months, sometimes years spent far from home. Some, more organized, wiser, wealthier, or luckier, left without a care in the world, with formidable life lessons in their wake. For others, drugs, malnutrition, malaria, or hepatitis made the journey no less instructive, but far more perilous. Some even lost their lives, sometimes in absolute anonymity. Tout allait très bien, hein. Pendant 6 mois, tout va très très bien, c'est extraordinaire. Mais l'hépatite est tellement fulgurante que ça change les choses. Hein. C'est violent. J'attendais mon tour au bord des Ghats à Bénarès, j'attendais les crémations, je savais que j'allais mourir. J'avais aucune peur, hein. Aucune peur, mais je savais que j'allais mourir, j'allais pas m'en sortir. On me disait de me faire rapatrier, tout ça, mais c'était hors de question, je préférais mourir. Donc je suis suivi par un médecin ayurvédique qui me préparait des petites poudres de minéraux, de sels minéraux, de plantes, etc. J'ai plus de sous, faut que je rentre. Puis j'ai un billet valable un an, il est temps de rentrer. Mais alors là, j'arrive à Delhi, j'arrive de mes montagnes, et j'arrive pieds nus avec mon lungi. Hein. Et puis, bon, là, je rencontre des routards à Delhi. Voilà, je leur dis, je prends l'avion demain. Ils me disent, mais tu vas pas partir comme ça, tu vas pas rentrer comme ça. Je leur dis, ici, pourquoi? Je m'en rendais pas compte. Donc je sais qu'ils m'ont payé un pantalon, une chemise et des sandales. Je les remercie. À mon retour, je comprends rien. Je comprends rien. C'est-à-dire que toutes les préoccupations de mes copains n'étaient plus du tout les miennes. Plus du tout les miennes. Je ne me reconnaissais pas du tout dans ce monde ici. J'étais perdu. Ici, j'étais perdu. La première chose que je me rappelle, c'est la machine où il fallait prendre mon ticket parce qu'il fallait que je rejoigne Grenoble. Et je me suis retrouvé devant une machine qui m'a donné mon ticket pour que je rejoigne la gare de Lyon. Et quand le prix s'est affiché, j'ai évidemment converti ça en roupies et je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai annulé et puis on m'a annoncé à nouveau ce prix-là et je me suis dit mais c'est pas possible. C'est incroyable. Avec ça, je vis combien de temps? Voilà, et puis, voilà, je prends le train, puis je traverse la France pour arriver à Grenoble. Et puis là, je vois des vaches, là, je suis dans le train, je regarde les vaches, elles sont énormes, elles sont dans des prés. Elles sont énormes, prêtes à éclater, elles vont éclater. Elles sont charnues, comme ça. Bon, j'ai été élevé avec les vaches, mais j'avais oublié qu'elles étaient ici. Si, ça a été l'horreur. C'est l'horreur, surtout que mon idée, c'était de passer la grecque, donc de préparer la grecque. Et là, ça a été une idée idiote, parce que quand vous venez de passer 6 mois en liberté, on va dire, en train de vivre un rêve, et vous vous retrouvez enfermé entre 4 murs à Paris, sous un ciel bas, et dans les bouquins avec un rythme diabolique, comme vous pouvez imaginer.
Et là, j'ai pas tenu le coup. Hein, je pensais pas me faire avoir par des compatriotes, si vous voulez. Hein. Je me disais me faire voler par des pauvres mendiants dans la rue à Hérat, j'aurais compris, mais par de Français salopards, ça vraiment j'avais du mal à le digérer. Et donc je m'étais dit, ouais, tout est possible, il vaut mieux rentrer, quoi. Je suis repartie vers l'Inde et vers Kaboul. Et en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire à partir de ce moment-là? Et à partir de ce moment-là, j'avais plus rien, plus un sou, plus rien. Et j'ai appelé ma sœur à l'aide. J'ai dit, j'ai plus rien. Est-ce que tu peux m'aider? Elle m'a envoyé un petit peu d'argent de Kaboul, à Kaboul. Et de Kaboul, ma mère a accepté de me payer un avion pour me ramener de Kaboul à Lyon. Fin du séjour, donc on est en mars 78. Je reçois un télégramme de mon père me disant les flics te recherchent ou sont venus à la maison, je sais pas quoi, t'as reçu ta feuille pour les 3 jours, enfin, etc., etc. On appelait ça les 3 jours à l'époque, pour l'armée. Qu'est-ce que tu décides? Et dans le télégramme, mon père me dit, t'as peut-être une possibilité, tu vas à Bombay, et là tu demandes le médecin, et puis il y a peut-être quelque chose qui va être possible. Et je vais au consulat, et là je tombe sur un médecin très sympa, qui me dit qu'est-ce qui t'amène? Donc je lui raconte mon histoire, il me dit j'imagine que t'as pas du tout envie de faire ton service. Je lui dis oui, banco, vous avez trouvé juste. Il me dit bon, ça fait combien de temps que t'es parti? Donc je lui dis que ça fait plus d'1 an que je suis parti. Il me dit bon, on va bien trouver des petites choses qui n'ont pas été, etc. Je pourrais te réformer, je te réformerai tout de suite, j'ai pas le droit. J'ai pas le pouvoir de te réformer. Par contre, je peux ajourner ton départ. Donc on remplit les papiers, tout et tout, on parle même plus de l'Inde qu'autre chose. Il coche certaines cases et tout. Il renvoie les documents en France en disant écoutez, non, début avril, ça va pas le faire, monsieur est là et puis il est pas bien, etc., etc. Donc ce sera 2 mois après, ça sera début juin. Ça me laisse le temps de rentrer. Je gagne de l'argent, je rachète un passeport, un billet d'avion, je rentre. Ah, tu repars en France? Avec de la poudre et je finis à Fresnes. La France m'a toujours réussi comme pays. France, terre d'accueil. Parce que tu t'es chopé à l'aéroport, c'est ça? Ouais, avec de la poudre. J'avais une sensation de factice. J'avais des difficultés à rentrer en relation avec d'autres. Et ça s'accentuait. Et en fait, ce que j'avais ressenti à l'époque à Delhi, quand n'étant pas à ma place, j'ai commencé à le ressentir à Paris. Et puis après, j'ai pété un câble, et puis je me suis retrouvé en psy en septembre 78. Voilà. Je faisais partie des flippés, en gros, des gens dont les autres devaient dire lui il va pas bien, comment ça va se passer pour lui. Il y avait un certain pourcentage, partout, il y a un pourcentage de pertes, et j'étais du mauvais côté de la barrière. Non, je voulais rentrer en France. Je me dis, il me restait assez d'argent pour payer le billet d'avion. Je dis, avant qu'il soit trop tard, je rentre, je vois pas d'autre solution. C'est une décision que j'ai prise. Et je suis rentré à Bombay en janvier 76. Il y a 2 choses qui m'ont marqué, c'est qu'il n'y avait personne. C'était Paris, c'est vide. La France, il n'y a pas d'enfants. C'est un pays désert. Et puis après, je suis très vite arrivé dans ma commune, quoi. Et les vaches sont énormes. Genre, là, ça, c'est les 2 choses dont je me souviens. Alors, bon, c'était... Bon, j'étais un peu lent, mais bon, les choses n'allaient pas trop mal.
Mais bon, quand même, quoi, je devais être un peu décalé. Les copains à qui j'en parle, ou ceux qui m'en parlent, ils me disent ouais, t'étais quand même marqué, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû sur l'idée de mes parents, mais j'étais d'accord à aller en discuter avec ce psychiatre dont j'ai parlé tout à l'heure à Quimper. Et lui, il m'a embrouillé. Il m'a expliqué qu'il connaissait un endroit où il y avait plein de gens comme moi qui avaient fait la route des Indes et que voilà, on allait pouvoir en discuter un peu comme ici, dans ma tête. Moi, j'ai signé tout de suite. Hein. J'ai compris mon erreur quand j'ai vu Clinique Saint-Vincent. Ah oui, c'était pas ça t'avait tout est. J'étais à côté de Lorient dans une clinique psychiatrique. Alors moi, je m'attendais à aller dans une communauté où on allait décompresser. C'est passé exactement comme ça. Et après, le truc, c'est compliqué. Parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est pire qu'une prison, quoi. Vous ne savez pas pour combien de temps vous y êtes. D'abord, c'est la cure de sommeil, là, 7 jours, là, c'était radical. Donc là, je me souviens de rien. Et puis après, il y a le psy maison qui vient tous les matins, le Toubib. Et puis, sa question, c'était toujours la même. Je me souviens bien de sa question. Il me demandait, Monsieur le roi, où c'est qu'on est mieux, à Katmandou ou bien à Saint-Vincent? Ah, moi, je lui disais Katmandou, bien sûr. Il augmentait les doses. Et j'ai mis une bonne semaine à comprendre le truc. Après, j'ai dit Saint-Vincent. Et j'ai vu les doses qui diminuaient. The virtue of a journey is to purge life before garnishing it, said Nicolas Bouvier. For these black sheep of the Western world, misfits, great troublemakers of civilization, subversives, drug-addicted parasites, it was a monumental purge, an unlearning, boundless in time, boundless in space. Katmandou, musique folklorique et religieuse du Népal, enregistré à Katmandou par François Jouffroy et en très 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 gros. Et c'est un disque qui a beaucoup marqué une génération de voyageurs et de musiciens, paraît-il, puisque de nombreuses années plus tard, dans les années 90, le producteur de Led Zeppelin m'a dit que ce disque, 33 tours, était le 33 tours de chevet de Jimmy Page et de Robert Plant quand ils ont composé Cachemire. Quand ils m'ont dit ça... Franchement, je me suis bien marré, je me suis épanoui, j'ai vu des gens différents, j'ai appris plein de trucs. Il y a eu des périodes dures, mais bon. Ce que je disais au début, hein, j'aurais pas envisagé de faire 30 ans le même boulot dans une boîte. J'ai bien reçu le message, c'est-à-dire je ne suis pas indien, ma place n'est pas en Inde, je suis breton, ma place est en Bretagne. Cela dit, je rejetais absolument rien de tout ce qui était spirituel ou autre, mais j'étais pas indien, je pouvais pas être, j'allais pas vivre comme un sadhu ou je suis pas indien. Voilà. Aujourd'hui, je suis une grand-mère, chose que j'aurais jamais espérée. C'est une vie, voilà, extraordinaire, mais non, franchement, je pensais pas. Moi, je pensais au départ, je pensais que je m'arrêterais à 30 ans. Je pensais que je mourrais à 30 ans. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, vraiment, de rencontrer l'Inde et de rencontrer la danse. Je sais pas laquelle m'a sauvé, peut-être les deux, certainement. Mais en tout cas, ça m'a sauvé, moi, dans la vie. Ce voyage
Et ensuite, l'Inde, avec les arts, ça m'a sauvé. Ça m'a aidé à prendre un envol et à prendre mon propre envol. Et encore aujourd'hui, même si je suis conscient de ce que ça m'a apporté, je suis aussi conscient de ce qu'il me reste à faire pour être vraiment complètement en accord avec moi-même, si un jour on peut l'être, parce que c'est pas du tout évident. Oui, tu es venu voir Bouddha, mais Bouddha c'est Jésus, donc tu n'avais rien à foutre ici. Tu pouvais le trouver dans ton bled en France. Et ça m'a fait avancer, quoi. Did they find what they were looking for? A philosophy of life that would underpin the rest of their lives? A sparkling, mischievous look that intrigued the younger ones? But did they even know what they were looking for? After all, it's the journey that counts. It's the walk through a landscape that changes with every step. Do we ever flatter ourselves to reach the horizon? Is it necessary to renounce the enchantment of the roads, stretching towards it? And what is their legacy to us? A certain ecological and humanist awareness, sometimes masked by the ups and downs of the world, but nevertheless very much alive. Quand même, quand on a vécu comme ça des trips aussi magiques pendant des années, on va pas simplement résumer à la fin en disant voilà, c'était tous des hippies, ils sont tous morts drogués, et puis voilà, ils ont quand même bien rigolé quand même. Hein. Ça, il faut pas l'oublier, autrement les gens ils continueraient pas à 75 ans à aller faire un tour là-bas, alors que c'est devenu des endroits touristiques un peu pénibles et tout. Donc il y a quand même là une nostalgie non seulement de l'Inde, mais aussi d'une époque de l'Inde, de la route des Indes, qui est quand même une belle époque. C'est pas pour rien aussi que tout le monde écoute les Doors, continue, voilà. C'est qu'il y avait quelque chose de vrai. Faut quand même dire une chose, hein, quand on parle de ces années-là, on était quoi, à 3 à 5%? Hein, c'était pas... Ça s'est pas ouvert sur l'ensemble du pays en France, et c'est pas vrai ça. Hein. Les hippies ou les gens qui sont partis se balader, voyager, c'était une toute petite minorité. And if some see in these journeys only a neo-colonialist resurgence, let them understand that it was exactly the opposite. For the first time in the history of the world, young people set off not to colonize, but to be colonized. The most important thing, in the end, is that the ordeal they imposed on themselves, the deconditioning they underwent, the metamorphosis they accepted, was driven by a sincere and generous desire to open up to the world, and, with a broader mind, to change it, to make it better, as far as possible. Le propre des voyages, c'est de voyager et de voir que le monde est plus grand. Mais je crois que si on part en espérant trop, ou un coup de foudre, ou une séduction mutuelle, c'est comme aller au bal en espérant rencontrer l'amour de sa vie. C'est d'une grande naïveté et limite, mais ça arrive. Oh